La guerre entre l'Alberta et la Colombie-Britannique au sujet de l'oléoduc Trans Mountain ne montre aucun signe d'apaisement, bien au contraire. Bon, on rappelle que la Colombie-Britannique entend contester le projet de loi de l'Alberta qui veut limiter ses exportations de pétrole et de gaz naturel vers chez sa voisine. Et aujourd'hui, Rachel Notley, qui brille par son absence lors d'une rencontre des premiers ministres de l'Ouest à Yellowknife, pour elle, il est hors de question de s'asseoir à la même table que John Horgan, contre qui elle a eu des mots très durs. Par ailleurs, les défenseurs de l'oléoduc sont à Ottawa aujourd'hui pour mettre de la pression sur le gouvernement Trudeau pour nous expliquer la situation compliquée que ce projet d'extension entraîne dans la politique canadienne. Je joins Monica Gattinger, elle est professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, présidente du projet d'énergie positive et directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique. Bonjour, Madame Gattinger. Bonjour. Les premiers ministres donc de l'Alberta et de la Colombie-Britannique qui s'échangent des mots durs et qui évitent de se rencontrer, c'est pas fréquent d'avoir une situation aussi tendue entre deux provinces canadiennes et en plus deux dirigeants du NPD. Ça arrive, mais c'est pas fréquent. Bien évidemment, au Canada, dans notre Constitution, le domaine de l'énergie est une compétence surtout dans la main des provinces. Donc, on a des controverses, des conflits de temps en temps, mais d'avoir une contentieux qui est si farouche que celle qu'on vit à l'heure actuelle, là, à mon avis, il faudrait remonter aux années 70, les années 80, lors notamment de la mise sur place du programme national de l'énergie. Exactement. Et donc, évidemment, il y a eu des contentieux entre l'Alberta et le gouvernement fédéral, mais aussi entre les provinces de l'ouest du Canada et les provinces de l'Est. La Colombie-Britannique, est-ce qu'elle peut légalement faire arrêter ce projet ou bien si ses pouvoirs sont limités là, face au fédéral? C'est ça la question fondamentale qui est devant nous par rapport à ce cas. Dans la Constitution canadienne, le fédéral a la juridiction sur les projets de type interprovincial. Et donc, dans ce cas-ci, bien évidemment, on parle d'un oléoduc entre provinces. Alors, le fédéral a la compétence juridique pour approuver le projet. Ici, ce qui est en cause, c'est justement les compétences plus dans le domaine de l'environnement. Et donc, est-ce que la Colombie-Britannique a la capacité en matière constitutionnelle de légiférer pour protéger ses côtes, pour protéger son environnement? Et donc, c'est ça la question fondamentale et d'où l'importance du cas qui a été référé au cours d'appel de la Colombie-Britannique par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Mais vous, à la lumière de ce que vous avez lu, à la lumière de ce que vous connaissez, est-ce que vous pensez que le gouvernement provincial là, a une chance de gagner? C'est très difficile, à prédire. Mais cela dit, que ce soit oui ou que ce soit non, ça va représenter un précédent important pour le Canada, puisqu'évidemment, ici, on parle non seulement du projet actuel, mais de tout futur projet dans le domaine de l'énergie au pays, et même au-delà de l'énergie. Et donc, pendant plusieurs années maintenant, on a un manque de certitude, une incertitude assez accrue par rapport à quels sont nos processus de prise de décision, qui sont les décideurs finaux pour ce qui est des projets énergétiques. Et on vit cela d'une façon très difficile et bien évidemment, ça a des conséquences sur les investisseurs qui, à un moment donné, se disent « Mais coudonc, est-ce que je devrais continuer avec cet investissement-ci ou est-ce que je devrais abandonner le projet? » La position du gouvernement de Justin Trudeau dans ce dossier, bon, elle n'est pas facile, elle est un peu inconfortable. Est-ce que son leadership est remis en question? Je dirais oui et non. Pour ce qui est du non, moi je dirige une initiative à l'Université d'Ottawa qui s'appelle Énergie positive, qui se penche sur des questions de l'acceptabilité sociale dans le domaine de l'énergie. On entreprend des études de sondage public assez régulièrement. Puis l'une des choses qui ressort de ces sondages, c'est à toute reprise, c'est justement le fait que les Canadiens et les Canadiennes majoritairement
pense que le Canada peut développer ses ressources énergétiques en protégeant l'environnement. La majorité des Canadiens et des Canadiennes sous-tendent également l'idée que le gouvernement fédéral devrait trancher et avoir le dernier mot à dire pour des projets de type national et pan-canadien, et que l'intérêt national devrait primer justement sur les intérêts provinciaux, locaux et ainsi de suite. Alors, de ce point de vue-là, le gouvernement Trudeau est vraiment du côté de l'opinion publique générale des Canadiens et des Canadiennes. Cela dit, il est clair que pour certains Canadiens et Canadiennes, notamment à Colombie-Britannique, mais ailleurs également, les gens qui s'opposent à ce projet-ci, à ce moment-là, bien évidemment, le leadership du M. Trudeau est en cause. La réputation aussi du Canada est en cause, non? Oh, bien évidemment, bien évidemment. Pour ce qui est du secteur de l'énergie, et comme j'ai dit, c'est au-delà de l'énergie, ça peut être les mines, finalement n'importe quel développement de ressources naturelles qui a besoin d'infrastructures pour accéder au marché. Finalement, les investisseurs, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, évidemment, suivent de près ce projet-ci parce que ça va être un précédent important pour toutes les parties prenantes, notamment, bien évidemment, l'industrie, par rapport à quel est le niveau de certitude par rapport au processus de prise de décision en matière de projet au pays. Oui. Si Kinder Morgan décide d'abandonner le projet, parce que le pipeline existe, on veut juste le tripler, Oui. est-ce qu'il y a d'autres options pour l'Alberta et le gouvernement fédéral? Ça, c'est pas évident parce que, comme vous venez de mentionner, l'oléoduc existant appartient au Kinder Morgan. Alors, c'est pas évident quelles seraient les options devant les gouvernements de l'Alberta et le fédéral, d'où l'importance, je pense, pour les deux gouvernements d'essayer, dans la mesure du possible, de résoudre ce cas d'une façon qui va établir un précédent qui clarifie une fois pour toutes comment est-ce qu'on prend des décisions et quelles sont la durabilité de ces décisions dans le domaine de l'énergie. Mais est-ce que vous voyez le gouvernement fédéral, le gouvernement de l'Alberta investir dans ce projet? Est-ce que vous Là, pensez... je trouve que c'est un élément extrêmement intéressant dans ce cas-ci parce que l'une des raisons pour lesquelles on a cette incertitude-là, c'est parce que les investisseurs, face à une incertitude importante, retirent leurs investissements, donc décident d'abandonner des projets. Et donc, dans la mesure du possible, dans la mesure où un investissement ou une garantie ou un appui financier quelconque des gouvernements de l'Alberta et du fédéral pourrait donner une espèce de patience à ce projet-là, à la compagnie, ça pourrait justement fournir le temps pour essayer de clarifier et de régler la situation. Parce que la pire des scénarios, ça serait que la compagnie en question décide d'abandonner le projet. À ce moment-là, on n'est pas plus avancé qu'on était avant, j'allais dire. Et donc, pour tout le monde, ça crée d'autant plus d'incertitude dans le secteur. Est-ce que, bon, il y a une auditrice qui nous a envoyé un courriel qui nous disait, mais est-ce qu'un oléoduc, là, est-ce que c'est rentable? Et bien évidemment, c'est le secteur privé d'habitude qui prend ces choix-là. Alors, lorsqu'une firme décide d'investir et d'aller chercher un financement des actionnaires, des millions de dollars, même des milliards de dollars, dans ce type de projet-là, il y a une espèce d'analyse des marchés assez bien développée, justement, pour répondre à cette question-là. Et lorsqu'on voit une compagnie qui décide d'aller de l'avant avec ce type de projet, on peut avoir au moins une espèce de confiance que c'est rentable parce qu'autrement, le secteur privé n'irait pas de l'avant avec. Oui. Bon, vous êtes présidente du projet Énergie positive. Est-ce que vous croyez qu'un accord puisse survenir d'ici la date butoir du 31 mai? C'est dans une semaine, ça, la date butoir qui a été avancée par Kinder Morgan. Oui, évidemment, c'est difficile à prédire. Cela dit, ça serait extrêmement problématique pour le gouvernement fédéral de ne pas sortir de cette situation avec une entente. Parce que
s'il n'y a pas d'entente, ça voudrait dire fort probablement que la compagnie abandonne le projet. Et donc, comme j'ai dit tantôt, nous aurons non seulement l'incertitude qu'on avait par avant, mais une incertitude plus accrue parce que toutes les parties prenantes auront appris que finalement, une décision n'est pas une décision, on peut toujours s'y opposer. Et donc, moi, je serais plus d'avis que le gouvernement fédéral aurait de forts incitatifs, justement, d'atteindre une entente avec la compagnie en question à cause de cela. Monica Gattinger, professeure de l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, présidente du projet Énergie positive et directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique. Merci infiniment. On vous reparlera bientôt. Je vous en prie. Merci. Au revoir.